Bonsoir à tous et merci d'être venus assister à ce live Facebook et à cette table ronde sur la loi de sécurité globale, dérive autoritaire du pouvoir. Vous êtes nombreux à suivre ce live et on en est ravis. C'est l'avantage du numérique, on aurait eu du mal à faire rentrer tout ce monde dans une salle. Je suis Morgane Dantec, je suis une militante et active du mouvement Alternatiba ANV Rhône et je suis chargée de vous accueillir ce soir. Cette table ronde, elle est organisée par Alternatiba ANV Rhône et elle sera animée par Léo Rosel qui travaille avec Le Vent se lève. Pour commencer, et pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore très bien, je vais juste rapidement représenter le collectif. Et puis après, je dirai deux mots sur la loi de sécurité pour qu'on puisse ensuite enchaîner sur la table ronde. Donc, Alternatiba et Action non violente COP21, donc ANV COP21, sont deux mouvements citoyens qui ont été créés en 2013 et en 2015. Ces mouvements, ils œuvrent pour une société qui soit à la fois écologiquement soutenable, socialement juste et démocratique, en plaçant la bataille climatique au centre. Le mouvement est développé sous la forme d'un réseau de groupes locaux avec une animation nationale. Le groupe local Alternatiba Rhône a été créé en 2014 et a fusionné en 2016 avec ANV COP21 pour vraiment lier alternative et action de résistance. Dans ce collectif, comme au niveau national, nous portons un certain nombre de valeurs. Nous considérons que l'impératif climatique et l'impératif de justice sociale sont liés de façon indissociable. Nous voulons relever le défi climatique avec la participation active de l'ensemble de la population. Et puis, nous optons pour une stratégie 100% non violente. L'Alternative a été créée par le collectif en 2016. C'est un bar associatif. C'est surtout un espace ouvert à tous pour venir expérimenter la transition citoyenne, sociale et écologique avec la programmation d'événements engagés et citoyens, des tables rondes comme ce soir, des ciné-débats, aussi des formations et puis des événements plus festifs comme des concerts. C'est un lieu participatif, donc vous pouvez adhérer au bar et devenir bénévole du bar si vous le souhaitez. Pendant le confinement, nous restons motivés et actifs, donc nous avons dû nous adapter. C'est pourquoi nous avons lancé un cycle d'événements, Faut qu'on s'évade. Donc ce cycle d'événements, ils sont 100% en ligne. Et dans ce cycle, on vous parlera de nos campagnes, mais aussi d'Amazon, de l'alimentation, d'écologie populaire et puis d'éducation numérique. Donc, Faut qu'on s'évade, c'est 2 événements par semaine, des événements le mardi soir et des événements le jeudi soir, et puis également des moments de formation le samedi matin pour les bénévoles. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du mouvement Alternatiba et ANV COP21 et la programmation du bar sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et puis également sur le site internet du collectif. Et puis, si vous voulez soutenir notre projet, vous pouvez faire un don sur Hello Asso. Les liens sont disponibles dans la description de l'événement Facebook ou sur la page internet de Alternatiba. Alors, ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est la loi de sécurité globale. Pourquoi organiser cette table ronde aujourd'hui ? Eh bien, parce que c'est ce soir, c'est aujourd'hui que le projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale. Donc, la loi de sécurité globale, c'est une loi proposée par 2 députés La République En Marche et dans laquelle le gouvernement a ajouté un 3e volet qui porte sur la protection des fonctionnaires de police et militaires. Et ce dernier volet, il comporte un certain nombre d'articles qui sont pour le moins controversés.
Je ne rentre pas dans le détail de la loi. Il y a une petite vidéo qui vous sera présentée par la suite, qui vous présentera plus en détail cette loi, et puis on aura l'occasion d'en discuter longuement ce soir. Par sa formulation floue et son contenu, nous pensons que cette loi, elle représente un danger pour nos libertés fondamentales. Nous ne sommes pas les seuls, puisque le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est inquiété récemment du fait que, rédigée ainsi, la proposition de loi porte des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 106 organisations, dont Alternatiba et le Conseil national de la Nouvelle Résistance, ont également co-signé un texte pour s'opposer à cette loi. Si vous êtes intéressé par le texte, vous pouvez le retrouver sur le site internet de la Quadrature du Net. Le lien est également dans le descriptif de l'événement. Par ailleurs, aujourd'hui, à l'appel à l'initiative du collectif Non à la loi sécurité globale, plusieurs mobilisations ont eu lieu partout en France. Une mobilisation devant l'Assemblée nationale, et puis également une mobilisation à Lyon qui avait lieu à 18h devant l'hôtel de préfecture du Rhône et qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Ironie du sort et puis hasard de calendrier, c'est aussi aujourd'hui qu'était votée l'adoption de la loi de programmation pour la recherche. Donc c'est cette loi qui introduit notamment un article punissant de 3 ans de prison le fait de s'introduire dans une université dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. C'est-à-dire en gros la fin des blocages universitaires et des mouvements universitaires tels qu'on le connaît. Mais là encore, je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter ce soir. Alors, la loi de sécurité globale représente-t-elle une dérive autoritaire du pouvoir ? C'est ce dont nous allons discuter ce soir avec nos intervenants. La table ronde sera animée par Léo Rosel. Léo Rosel est journaliste et travaille avec le média indépendant Le Vent se lève Lyon. Et juste avant de lui laisser la parole, on va vous présenter une courte vidéo réalisée par Le Vent se lève qui présente plus en détail cette loi de sécurité globale. Je vous souhaite une très bonne soirée. Imaginez un pays où filmer dans la rue avec votre portable et diffuser les images d'un policier sur les réseaux sociaux pourrait vous coûter 1 an de prison. Imaginez une loi qui vous interdirait de filmer la police tout en lui donnant à elle la possibilité de filmer tous les citoyens grâce à de nouveaux moyens technologiques. Ce n'est pas un épisode de Black Mirror, mais bien une proposition de loi issue de La République en marche. Cela s'appelle la proposition de loi relative à la sécurité globale, et il s'agit d'une des lois les plus liberticides proposées sous le mandat d'Emmanuel Macron. Une attaque inédite contre la liberté d'expression en France et contre nos droits démocratiques. Un arsenal de mesures dévoilé en début de semaine par la majorité parlementaire. On renforce aussi très fortement les images de vidéosurveillance, la qualité juridique des images qu'on récupère par drone notamment, qui nous permettent de lutter contre les trafics de stupéfiants, mais aussi lutter contre le terrorisme. Bref, renforcer en effet. Par drone légalisé. Exactement. Que nous demande la CNIL. Interdiction publique aussi de diffuser l'image de policiers. Par ailleurs, protection. Voilà. J'avais fait une promesse qui était celle de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. Cette promesse sera tenue puisque la loi prévoira l'interdiction de la diffusion de ces images. Officiellement, la proposition de loi détaille que ceux qui risquent 1 an de prison sont les personnes qui diffuseront les images d'un policier avec l'intention de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Mais ce concept est juridiquement très flou, et c'est en cela qu'il est dangereux. Cette infraction, il faut bien le comprendre, elle pourra faire poursuivre n'importe qui devant un tribunal. Pas uniquement les personnes qui auront cette intention. Parce que le procureur de la République va probablement tenter de faire poursuivre des journalistes qui filmeront et diffuseront des images de fonctionnaires de police, des avocats qui, lors d'appels à témoins dans le cadre de violences policières, ce que l'on fait habituellement. La loi autorise également la surveillance par drone et par caméra dans les rues. Les policiers auront accès à ces images. Les forces de l'ordre ont déjà l'autorisation de filmer des manifestants, à condition que les agents n'accèdent pas eux-mêmes aux images et que celles-ci soient exploitées a posteriori.
Or, cette loi veut autoriser les policiers à accéder immédiatement aux images captées pendant une manifestation. Pour l'association La Quadrature du Net, cette disposition permettra de renseigner immédiatement les agents de terrain sur l'identité des individus qu'ils voient pendant une manifestation grâce à des logiciels de reconnaissance faciale. Cela risque de mener à des gardes à vue préventives ou des interdictions d'accéder au cortège, comme c'est déjà souvent le cas pour certains journalistes, comme Gaspard Glantz par exemple. L'objectif, encore une fois, de cet article, c'est de pouvoir voir sans être vu. Ça veut dire que la police veut voir les citoyens, c'est l'idéal de la surveillance généralisée, c'est l'absence totale de vie privée, y compris dans la rue, sans pouvoir être vu commettre des abus. Il faut bien comprendre que cette infraction a pour vocation d'empêcher la révélation dans les violences policières. Il est fondamental que les citoyens soient informés des mesures inscrites dans cette proposition de loi. Partagez cette vidéo s'il vous plaît et n'hésitez pas à liker notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre Twitter et notre Instagram. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez faire un don à l'association Le Vent se lève sur Helloasso. Et moi je vous dis à bientôt. Donc, merci beaucoup Morgane pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde donc, autour de la loi, la triste loi sur la sécurité globale qui préoccupe et pour cause beaucoup de monde et notamment les personnes présentes ce soir autour de cette table virtuelle et que je remercie d'ailleurs pour leur présence. Par ailleurs, n'hésitez pas depuis chez vous à poser vos questions. Nous essayerons de répondre au maximum d'entre vous pendant le débat en tant que tel ou à la fin. Alors tout d'abord, Julien Bartoli, bonsoir. Tu es avocat et membre du CNNR, donc le Conseil national de la Nouvelle Résistance. Maïté Darnaud, tu es journaliste indépendante, notamment correspondante pour Libération. Et enfin, et membre du collectif We Report. Et enfin, Pierre Goinvic, tu es activiste et porte-parole d'Alternativa NV COP21. Tu es militant à Lyon depuis 2015. Et tu fais également partie des décrocheurs de portraits de Macron en procès. Alors pour résumer rapidement, cette proposition de loi comporte deux mesures particulièrement décriées et qui sont les suivantes. Donc la première est peut-être celle qui a le plus créé la polémique, c'est l'interdiction de diffuser sur les réseaux sociaux des images et des vidéos de policiers et donc forcément les violences policières. Ça contrevient donc gravement à la fois à la liberté d'information et au contrôle par les citoyens de l'action des forces de l'ordre. Et c'est donc, en ce sens, un enjeu démocratique très important. Et la seconde, c'est la surveillance généralisée, notamment avec la légalisation de la surveillance par drone et l'autorisation de la consultation des images de vidéosurveillance en direct, alors qu'aujourd'hui, rappelons-le, elle ne peut être utilisée par la police qu'a posteriori. Surtout, l'utilisation de la reconnaissance faciale permettra aux services de renseignement de savoir en temps réel qui participe à une manifestation, ce qui leur rendra évidemment plus facile les détentions préventives. Alors, le point commun de ces deux principales mesures, c'est que ce sont des mesures qui ne sont pas tant sécuritaires, c'est-à-dire visant à répondre à la demande de sécurité qui peut émaner de la population et qui, à ce titre, peut paraître légitime, mais davantage des mesures liberticides et autoritaires que la majorité La République En Marche souhaite faire passer en catimini en utilisant le contexte de la crise sanitaire et en ayant recours en plus à une procédure accélérée. Alors pour lancer ce débat, je commencerai par une petite question, à savoir du point de vue du droit et des nouveautés législatives que ce projet comporte, quelles sont vos inquiétudes à vous? La question de la dérive autoritaire du gouvernement fait-elle d'ailleurs encore débat? Alors, Julien Bartoli, en ta qualité de juriste, tu peux peut-être commencer. Oui, déjà, bonsoir tout le monde. C'est quand même peu dire hein, qu'on est très inquiet lorsqu'on voit, d'ailleurs dans le contexte que nous connaissons à l'heure actuelle, que la majorité présidentielle n'a rien d'autre à faire que de soumettre au Parlement à débat des propositions de loi de cette teneur. Qu'est-ce que ça va changer?
très honnêtement, il est difficile de mesurer aujourd'hui, ça va changer beaucoup de choses, mais il est très difficile aujourd'hui de mesurer exactement l'ampleur de la catastrophe qui nous pend au nez. Ça fait partie de ces lois liberticides qui peuvent littéralement faire basculer le régime dans l'inconnu. Je dis cela parce qu'effectivement, ce texte, il aménage véritablement une impunité totale. Hein. On peut débattre de ce sujet, évidemment, mais je considère qu'il aménage l'impunité des forces de l'ordre, puisque ces dernières ne seront plus confrontées aux images de leur intervention en manifestation. Or, on sait bien, c'est déjà très compliqué de rechercher la responsabilité des policiers aujourd'hui même lorsqu'ils sont responsables, coupables de violences policières. Demain, à défaut de pouvoir ne serait-ce que brandir un téléphone portable pour capter des images, ça me paraît absolument impossible. Donc on a une volonté, c'est véritablement une loi qui, comme l'a dit directement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est une loi qui a été faite et qui est soutenue par la majorité présidentielle pour respecter la promesse qu'il avait faite à la police. Et elle est portée par monsieur le député Jean-Michel Faubert, qui lui-même est un ancien policier. On a une loi de police faite par la police et pour la police et qui vise à extraire définitivement la police du champ du contrôle démocratique légitime. Et donc, voilà, alors mesurer les conséquences, une fois qu'on a dit ça, voilà, comme je dis, c'est la porte ouverte à l'inconnu et donc une inquiétude terrible. Merci. Pierre, de ce point de vue-là, tu as peut-être quelque chose à ajouter par rapport à la dimension juridique? Sur la dimension juridique, il y a comment s'appelle une personne que peut-être que vous connaissez qui s'appelle Éric Fassin, qui est un sociologue à Paris 8 et qui en fait expliquait quelque chose qui était hyper intéressant au sujet de la police justement. Il y a souvent un débat entre savoir si la police c'est un bras armé du gouvernement ou savoir si la police c'est une entité autonome. Et en fait, ce que dit Éric Fassin sur cette question-là, en fait, il amène une synthèse en disant que c'est l'un et l'autre en même temps. C'est-à-dire que plus le gouvernement va donner un signal positif à la police, et plus ça va galvaniser l'effet d'autonomie, on va dire, que peut avoir la police. Donc c'est pour ça que c'est très inquiétant, c'est que déjà dans le cadre actuel, on peut parler par exemple des 200 journalistes qui ont été blessés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc déjà dans le cadre actuel, il y a autant de violences policières qui s'exercent. Mais du coup, il faut imaginer ce que ça pourrait être avec une sorte d'impunité due à la loi qui est en train d'être discutée actuellement à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Et Maïté, quelque chose aussi à ajouter sur cette question-là? On t'entend pas. Il faut que tu mettes ton micro. Pas particulièrement. Je trouve que le point de vue du juriste est vraiment intéressante. Moi, en tant que journaliste, je le dis à l'unisson de tous les collègues qui sont allés manifester, qui manifestent peut-être encore à l'heure actuelle à Paris, qu'il y a des vraies inquiétudes. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi elles sont fondées. Très bien, donc on va enchaîner tout de suite sur la seconde question qui fait suite en fait à ce que vous venez de dire, mais d'ailleurs comme l'a dit aussi Morgane précédemment, après Amnesty International, après la Ligue des droits de l'homme, après aussi la défenseur des droits Claire Hédon, c'est au tour du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, rien que ça, de pondre un rapport donc, de 7 pages qui tire à boulet rouge sur cette proposition de loi et qui dénonce, je cite, l'adoption et l'application de cette proposition de loi puisse entraîner des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée et le droit à la liberté d'expression. Alors, que vous inspire ce rappel à l'ordre? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que le gouvernement peut encore faire machine arrière? C'est d'ailleurs, ça fait écho à une question qu'on vient de nous poser, et donc qui revenait sur cette question-là, de savoir quels sont les véritables risques pour que cette loi passe vraiment, à la fois à l'Assemblée comme au Parlement. Alors, qui veut répondre en premier, Julien? Oui, alors malheureusement, il est à craindre
que le débat qu'on attend tous à l'Assemblée, qui permette évidemment de décortiquer ce texte et de dévoiler son extrême dangerosité, n'ait pas vraiment lieu. La majorité nous a habitués à faire taire le débat, à empêcher l'expression de l'opposition. Et on a déjà des premiers retours qui nous sont rapportés, des débats qui ont lieu en commission, lors de la commission des lois, qui a même pu faire dire un député MoDem, me semble-t-il, dont là le nom m'échappe, on ne sert plus à rien. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est tout le problème de la Ve République, c'est que député, c'est devenu oui, un emploi fictif, quelque part. C'est-à-dire que la loi sera, à mon sens, effectivement adoptée. Le seul espoir qui demeure et sur lequel effectivement reposent tous mes espoirs, c'est le filtre du Conseil constitutionnel. C'est peut-être encore le dernier espace dans lequel on va pouvoir trouver un contre-pouvoir. Alors, bon, moi, je serais d'avis qu'il faille censurer l'intégralité des dispositions de cette loi, purement et simplement. Il est à craindre que ça ne soit pas le cas, mais pour ce qui est des dispositions les plus liberticides, oui, il faut encore espérer. Effectivement, de très nombreuses personnalités, vous l'avez rappelé, la Ligue des droits de l'homme, il y a même le syndicat de la magistrature, il y a le syndicat des avocats de France. Beaucoup de personnes tirent la sonnette d'alarme. Donc, nous espérons, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que parmi les grands principes fondateurs de notre République figure la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui vient quand même se heurter frontalement à certaines dispositions du texte. Donc voilà, moi, tous mes espoirs sont là. En revanche, j'ai très peu d'espoir quant à la capacité de discernement et la lucidité dont pourraient faire preuve les députés de la majorité, qui d'ores et déjà, à toutes les critiques qui sont avancées, effectivement expliquent de façon fallacieuse que la seule finalité de cette loi est de protéger ceux qui nous protègent, sans véritablement expliquer en quoi ces derniers seraient en danger, et en appuyant sur le fait qu'il convient aujourd'hui, coûte que coûte, compte tenu de la menace terroriste notamment, de renforcer encore l'efficacité des forces de l'ordre. Or, on voit bien que ce sont les libertés publiques et fondamentales qui sont visées. Ces dispositions n'ont strictement aucune vocation à pouvoir lutter face au terrorisme. Donc ces arguments-là sont effectivement fallacieux. J'ai dit. Donc on comprend que tu es assez pessimiste par rapport à la possibilité que le gouvernement recule sur ce sujet, notamment que les députés En Marche, que la majorité reviennent sur ça. Maïté, est-ce que tu partages aussi ce sentiment ? Je partage effectivement ce sentiment. Pour la première question que tu posais, savoir ce que inspiré ce rappel à l'ordre de l'ONU, il est évidemment éloquent. On rappelle l'image d'Épinal, la France, le pays des droits de l'homme, qui se fait mettre à l'amende par un rapport qui est effectivement fourni, circonstancié. Voilà, ça dit de ce qu'est vraiment ce projet de loi. Je partage le pessimisme de Julien Bartoli. Je me pose la question, j'ai pas de réponse sur l'application en fait de ces différents dispositifs de restriction de la liberté d'expression et donc d'information sur le terrain. C'est à voir comment ça risque de se passer concrètement. Est-ce qu'on peut imaginer que cette application devienne impossible, et notamment pour une question de moyens, en fait. La police a déjà du mal à enquêter sur ses propres dérives. S'ils commencent à mettre en garde à vue chaque personne qui a un smartphone, je vois pas trop comment ils vont, dans un même temps, réussir à assurer leur mission quotidienne. Donc moi, je me projette déjà malheureusement au-delà de cette loi et de son acception. Voilà, c'est les interrogations que j'ai aujourd'hui. Très bien, merci. Et toi, Pierre, alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Est-ce que tu crois également que les conditions concrètes
mise en place de cette proposition ne permettront pas tout de suite, en tout cas, de les rendre effectives ou, enfin, est-ce que tu t'attends aussi à pire, comme ce que Maïté a l'air d'attendre? De toute façon, je partage un peu ce qu'ont pu partager Julien et Maïté juste avant, notamment il y a comment dire, je sais pas si vous avez un peu suivi les débats, mais grosso modo, on est dans le cadre d'une procédure accélérée qui en plus n'a pas lieu d'être, dans le sens qu'on a un pays qui est à l'arrêt suite aux conditions sanitaires qu'on connaît et aux conditions sécuritaires qui se sont rajoutées suite aux différents attentats qui ont eu lieu récemment. Et en fait, pourquoi je pense que le gouvernement va pas faire marche arrière du tout, c'est qu'en fait, c'est une volonté de leur part d'aller vite. C'est-à-dire que Arthur Messot, qui est l'un des juristes de la Quadrature du Net, qui est l'un des co-signataires d'un texte qui demande le retrait pur et simple de cette loi, texte également signé par différentes organes de différents domaines, que ce soit protection de l'environnement, protection du média, protection des journalistes et ainsi de suite. Et Arthur Messot, en fait, disait assez justement que normalement, entre le moment où il y a une proposition de loi et le moment où elle arrive à la commission des lois, il y a un laps de temps suffisamment long pour que justement des juristes et des personnes puissent travailler dessus, réfléchir, analyser le texte. Et en fait, là, ce texte qui va fondamentalement modifier le fonctionnement d'une institution républicaine qu'est la police, en fait, il y a eu que 10 jours. Et en fait, comme disait ce monsieur de la Quadrature du Net, en fait, il n'y a pas le temps de faire un travail d'analyse. Et du coup, selon lui, c'était plutôt c'est volontaire de la part du gouvernement, donc il voit pas pourquoi il y aurait un retour en arrière sur cette question-là. Après, par contre, moi, je pense que c'est important de garder en tête que en fait, depuis quelques années, des lois sécuritaires, alors pas celle-ci, mais d'autres, il y en a eu avant. Et en fait, depuis quelques années, moi, j'ai quand même un sentiment depuis 3-4 ans qu'il y a une poussée de mouvements qui, malgré ces lois et malgré ces difficultés qu'on nous met face à nous, en fait, qui bougent, qui montent. On commence à avoir des mouvements comme les Gilets jaunes qui ont poussé le gouvernement à bout à un moment sur des questions. On a des mouvements comme les marches climat. Et du coup, moi, c'est ça quand même qui me rassure face à ça. C'est de me dire, oui, il y a une réaction gouvernementale, mais s'il y a une réaction gouvernementale, c'est parce qu'il y a une véritable action qui est en train de se mener. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il faut valoriser, à mon avis. Très bien. Alors, on avait une question justement qui demandait si ça faisait longtemps que cette loi, enfin ce projet de loi était sur le feu. Tu viens d'y répondre en partie en disant que ça s'était fait en fait en une dizaine de jours. Et justement, cette proposition de loi entre en discussion et concentre les critiques, alors même qu'un autre texte sur la programmation pluriannuelle de la recherche, donc la fameuse LPPR, inquiète aussi énormément, notamment au sein du milieu universitaire, en raison de la précarisation qu'il prévoit des professions de recherche et d'enseignement, mais également par la mise en péril des libertés académiques et de l'autonomie de la recherche. Et un article a d'ailleurs été ajouté récemment sur la criminalisation et la répression des mobilisations étudiantes qui pourront mener, par exemple, comme l'avait dit aussi Morgane tout à l'heure, en partie, notamment, par exemple, en cas d'occupation d'un amphi à une peine de 3 ans et 45 000 € d'amende. Donc, comment analysez-vous cette même logique répressive et autoritaire à l'œuvre dans, que ce soit la proposition de loi sur la sécurité globale ou la LPPR, et qui vise en fait à mettre au pas tout type de contestation? En gros, c'est quoi la prochaine étape? Pierre, si tu veux tout de suite réagir. Je me pose pas trop la question de savoir ce sera quoi la prochaine étape. Je me pose plutôt de savoir comment on essaie de construire des mobilisations au quotidien et faire en sorte que malgré ces réactions gouvernementales en chaîne, qu'en plus que tous les secteurs de la population prennent dans le visage, que ce soit le retour en arrière sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, que ce soit cette loi qui est destinée à toute personne qui a envie d'informer, c'est-à-dire n'importe quel citoyen ou citoyenne, et particulièrement, moi je pense particulièrement dans ce cadre-là, notamment aux photographes et vidéastes, qui sont des personnes hyper centrales en fait dans une société, et particulièrement dans les mouvements au sein desquels je peux militer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une part de journalistes accrédités qui vont couvrir les mobilisations qu'on mène, mais en fait, la grande partie du travail médiatique qui est fait, il est fait par des citoyens et des citoyennes qui seront les premiers à être impactés par cette loi.
Et ça, c'est un véritable problème parce que c'est les premiers lanceurs d'alerte, en fait. C'est les premières personnes qui vont, à un moment, mettre des images sur comment se passe une intervention de police lors d'une action, lors d'une manifestation pacifique. Et aujourd'hui, je peux peut-être m'appuyer assez rapidement sur quelque chose qu'on a connu, nous, au sein d'Alternative Baronne, il y a à peu près un an, jour pour jour, le 29 novembre dernier. Il y a 120 militants qui avaient entre 20 et 30 ans, dont certaines et certains menaient leur première action, et qui, en accord avec les accords de la COP 21 à Paris, ont été se mobiliser contre l'ouverture d'un entrepôt Amazon à côté de l'aéroport de Lyon. Donc pour beaucoup, c'était une première action dans le cadre d'une stratégie non violente qui visait justement à dénoncer des manquements d'action de l'État. Et en fait, ce jour-là, il y a eu des multiples strangulations, des multiples coups qui ont donné lieu à des hématomes, des contusions. Et en fait, aujourd'hui, on a pu porter plainte et du coup lancer une enquête IGPN. Et si on n'avait pas eu justement toutes ces photos de violences policières, de corps tuméfiés et ainsi de suite, on n'aurait jamais pu lancer cette enquête et on n'aurait jamais pu défendre notre point de vue. Et pour conclure, moi, ce qui m'inquiète énormément là-dedans, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on donne un nouveau rôle à la police, qui est d'une certaine manière celui de média, parce que il va pouvoir contrôler ses propres images. Sauf que la différence entre Maïté Darnoux, qui est journaliste, et la police, c'est que Maïté Darnoux, elle n'est pas armée. Et aujourd'hui, on va donner un pouvoir de contrôle des images à des personnes qui sont armées. Et ça me semble très dangereux. Oui, donc tu as bien mis aussi en avant le fait que l'un des gros problèmes de cette proposition de loi, c'est qu'elle contrevient à la fois à la liberté d'information et au contrôle par les citoyens eux-mêmes de l'action de la police, qui est, comme on le disait, un enjeu très démocratique, enfin, éminemment démocratique. Et donc Maïté, toi qui es toi une journaliste, qu'est-ce que tu as à ajouter sur ce sujet ? Du coup, je précise rapidement. Donc, moi, je suis journaliste indépendante. Je suis membre d'un collectif qui s'appelle We Report, qui fait de l'investigation collective. Et je suis aussi correspondante de Libération à Lyon. Et c'est pour Libération que je couvre régulièrement des manifestations. Déjà, j'ai pu noter que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, donc l'automne 2018, l'hostilité des policiers de terrain s'est vraiment accrue à l'encontre des journalistes. Et ça correspond aussi à la montée en puissance des médias citoyens, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas des professionnels de l'information, mais qui vont contribuer à documenter cette question de l'occupation de la rue par des mouvements citoyens qui sont plus atomisés que les traditionnelles centrales syndicales ou les partis politiques. Et du coup, cette montée en puissance des médias citoyens, elle se fait aussi, en miroir de cette montée en puissance des médias citoyens, se fait une montée en puissance de la problématique des violences policières. Je vais prendre un exemple très concret que je vais prendre le temps de développer. D'ordinaire, quand les journalistes couvrent une manifestation, ils se retrouvent souvent sur la ligne de front. C'est un peu l'interface entre le début du cortège et les forces de police. Et il y a cette règle tacite qu'on peut naviguer dans cet entre-deux sans être inquiété pour travailler. Et en mai 2019, pour la première fois me concernant, donc lors d'une manif à Lyon, avec le photographe avec qui je travaillais, on était dans cet entre-deux, et il s'est très vite retrouvé menacé par un CRS armé en lui disant de reculer. Il brandissait sa matraque, alors que le photographe, clairement, il était identifié. Il avait sa carte de presse dans un brassard, 2 appareils photo au cou assez encombrants. Il a beau crier, il a failli se faire matraquer. Quand il a protesté, le policier a eu cette réponse. Il lui a dit « ça commence à suffire les journalistes ». Donc déjà, ça dénote quand même d'un état d'esprit, comme si on n'avait plus droit d'être, plus le droit de citer. Mais la force entre guillemets qu'on a, c'est qu'on était identifiés, on travaillait pour un média aussi facilement identifié. La plupart des policiers en tout cas l'identifient encore. Et lors de cette même manif, un jeune collègue de rue 89 Lyon, qui est un média indépendant en ligne, lui s'est pris un coup de matraque sur son téléphone. Il filmait avec un smartphone. Et il a filmé une interpellation.
Il avait un casque estampillé presse, mais il n'était pas titulaire d'une carte de presse. Il portait pas sa carte de presse. Voilà. Et de toute façon, le policier qui a cassé son téléphone lui a pas demandé de présenter sa carte de presse avant de lever la matraque. Le rue 89 Lyon a déposé plainte. Il y a eu une enquête IGPN et finalement, elle a été classée sans suite. Elle se base sur 2 conclusions. Le refus de la qualité de journaliste aux journalistes qui faisaient son travail à ce moment-là, en disant cette personne n'a pas de carte de presse. Le policier qui témoigne dit c'était un pseudo-journaliste. L'autre conclusion sur laquelle se base ce classement sans suite, c'est que le policier dit que le journaliste a été poussé, le téléphone s'est cassé en tombant par terre, genre accident. Or, c'est un coup de matraque qu'il a cassé avant qu'il ne tombe. Donc là, on est vraiment sur une situation emblématique. Il y a 100 pages d'enquête. Le boulot, il est fait par l'IGPN, mais il y a des versions divergentes, donc on classe sans suite. Je voudrais prendre quelques minutes pour revenir sur cet argument de la possession ou non de la carte de presse, qui est au cœur de cette discussion sur l'article 24. En fait, c'est un débat qui divise au sein même de la profession, que pour ma part, je trouve pas forcément très productif, parce que ça entretient le mythe d'une sorte d'aristocratie de la profession, ceux qui ont la carte, qui sont bien installés, et puis tous les autres. Or, de fait, aujourd'hui, certains considèrent que la procédure d'attribution de la carte de presse est de plus en plus en décalage avec les conditions d'exercice des journalistes, parce que c'est une profession où la précarité augmente, en fonction de la manière dont on est payé en tant qu'auto-entrepreneur, ou si on fait du documentaire audiovisuel pour une boîte de prod, on n'a pas de droit en fait à la carte de presse. Mais surtout, c'est pas aux forces de l'ordre en fait de se placer en censeur d'un débat intraprofessionnel, parce que tout ce que ça tend à cacher, c'est cette évidence qui est que c'est pas parce qu'on n'est pas journaliste et qu'on fait des images compromettantes qu'elles ne sont plus compromettantes, qu'elles perdent leur valeur de dénonciation de la dérive, en fait. Oui, le type de témoignage de journalistes dont tu fais part là, est de plus en plus fréquent, et notamment depuis les Gilets jaunes. Et donc, oui, c'est assez intéressant ce parallèle que tu fais entre la crispation, on va dire, des mobilisations sociales et les tensions sociales croissantes en France, et justement ce type de réaction de la part de la majorité, réaction législative, donc pour encadrer ce type de manifestation, et, enfin, encadrer, je devrais même dire réprimer. Toi, Julien, qu'est-ce que tu penses justement de cet esprit, on va dire, de la loi sécurité globale? Est-ce que tu partages aussi ce type d'analyse qu'on a pu entendre de la part de Maïté ou de Pierre? Oui, moi je voudrais réagir sur ce qui a été dit. Et évidemment, je partage l'analyse de Pierre et Maïté. On voit bien que le pouvoir ne tolère plus aucun contre-pouvoir, et que effectivement, traditionnellement, la presse, c'est par nature un contre-pouvoir qui, parce qu'il révèle des informations, parce qu'il enquête, fait des investigations, est susceptible de nuire, évidemment, de révéler des informations que le pouvoir souhaiterait évidemment dissimuler. Il y a tout un débat autour des journalistes indépendants, j'ai envie de dire. C'est vrai que ces journalistes indépendants, qui ont ou non une carte de presse, sont principalement pris pour cible parce qu'ils échappent au contrôle des grands médias qui, pour certains, quand même, dans leur majorité, se sont illustrés par le fait qu'ils étaient un peu à la botte. Il faut quand même le dire, on a vu la couverture du mouvement des Gilets jaunes sur les grandes chaînes d'information en continu, dans lesquelles continuellement on avait un policier qui commentait les images, et toujours du point de vue des forces de l'ordre. Des journalistes indépendants se sont effectivement ont pris leur indépendance, sont allés sur le terrain, ont montré des choses, ont dénoncé. Et si on tend l'oreille, il y a une manière, il n'y a pas que la question de la carte de presse, même si effectivement c'est aussi l'un des prétextes qui est avancé, mais il y a une manière très claire qui est de discréditer ces journalistes. Je pense à Taha Bouafs notamment, Gaspard Glantz également, qui sont pris pour cible maintenant directement sur les réseaux sociaux par le ministre de l'Intérieur, qui n'a rien de mieux à faire que de s'en prendre à des jeunes journalistes d'une vingtaine d'années. On dit ce sont pas des journalistes. Pourquoi? Parce que ce sont des journalistes militants. Et c'est ça le problème.
Le militant, c'est celui qui considère que effectivement, il peut faire usage de ses libertés publiques, de son droit d'expression, d'opinion, de s'affranchir quand même de la tutelle du pouvoir exécutif. Et c'est ce qui est visé, c'est notamment ce qui est visé, les premiers visés à travers cette loi, c'est celle-là. J'ai noté, Pierre disait que effectivement, on peut quelque part se féliciter du fait qu'il y ait une multiplication des mouvements. Et c'est vrai qu'on traverse quand même une séquence politique d'une intensité assez incomparable, hein. Le mouvement des Gilets jaunes, le plus grand mouvement contre la réforme des retraites, les marches pour le climat, etc. Et ça donne lieu à une crispation autoritaire. Clairement, on est dans un cas de crispation autoritaire. On peut peut-être voir ça d'un bon signe en se disant que le pouvoir sent que les choses lui échappent de tous bords et qu'il est sur le point de céder. Et c'est vrai que quand on a un État comme celui-ci qui s'ossifie, le risque qu'il a, c'est de rompre. Le problème, c'est qu'il va rompre, et s'il rompt, c'est brutalement. Et moi, la solution, je la vois pas tellement dans la multiplication des petits mouvements qui vont effectivement chercher à résister chacun de leur côté, mais au contraire, et c'est le propre même du mouvement que je représente ce soir, le CNNR, c'est une mobilisation populaire générale massive et une structuration de ces différents mouvements qui pourra peut-être essayer d'inverser le rapport de force. Juste pour bien comprendre et saisir l'ampleur de cette proposition de loi et ses conséquences à moyen et long terme, qu'est-ce que ça va changer concrètement à vos activités, à vous ou à votre profession? On a déjà parlé un peu du journalisme, Maïté. Et alors, peux-tu nous dire dans quelle mesure cela va vraiment entraver encore davantage la liberté d'information que ce que tu as déjà décrit et qui était déjà quand même assez important? Alors, dans ce que ça va changer, c'est à voir pour l'instant. Mais ce que je trouve intéressant de souligner déjà, c'est cette levée de bouclier massif de la profession pour s'opposer à ce projet de loi qui dit qu'il y a une forme de cohésion malgré les tentatives de division. Que globalement personne n'est dupe de tenter de jouer la scission au sein du métier, ce fameux entre les non encartés, les débutants et puis les installés. Ça va rendre en fait notre exercice en tant que professionnel encore plus aléatoire. Parce que ce fameux article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale, qui inquiète tout le monde, il prévoit de réprimer en fait la diffusion du visage ou de tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme quand elle a le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Cette notion d'atteinte, elle est très subjective. Les forces de l'ordre, en fait, ils veulent nous signifier qu'on les gêne pour travailler. Or, nous aussi, on est en train de travailler. Parce que nous, on n'est pas dans une posture de violence ou du moins d'intimidation. Et ça, c'est très important de le rappeler. Il faut rétablir une vérité. On entend plus souvent parler d'un appareil photo endommagé par un coup de matraque, une matraque cassée par un appareil photo. Donc, moi aussi, ce que j'espère, c'est la montée d'une forme de résistance. Il faut qu'on ait des yeux partout, parce que même si on est 2 fois plus de journalistes, il y aura des trous dans la raquette. Les médias citoyens sont nécessaires, et effectivement, l'inquiétude qu'il pourrait y avoir, c'est que ce projet de loi, cette loi, si elle est votée telle qu'elle, c'est de réduire l'offre d'information. Et ça fait peur à tout le monde dans la profession, y compris les médias dits mainstream. Et ça, c'est intéressant de le dire aussi. Ces fameux médias dits dominants ne sont pas dupes. En fait, les médias alternatifs, les formes alternatives de production de l'information, elles sont non seulement devenues indispensables, mais ce sont des ressources sur lesquelles eux s'appuient pour donner à voir, parce qu'ils n'étaient pas là pour prendre les images, et aussi pour approfondir, enquêter. Le Pierre, tout à l'heure, parlait d'un rôle de lanceur d'alerte de ces citoyens qui brandissent un smartphone pour capter une image interdite. Et je crois que c'est vraiment très important parce que de plus en plus,
En tout cas, moi, je l'observe depuis la dernière élection présidentielle, avec le parti politique qui est au pouvoir aujourd'hui. Ça devient difficile d'accéder à des choses qui étaient autrefois toutes simples. Il faut de plus en plus d'accréditation. C'est de plus en plus compliqué de décider qui intègre les pools. Un pool de journalistes, je l'explique rapidement, ce sont les journalistes, un petit groupe de journalistes qui est désigné pour suivre un événement donné, au prétexte qu'il s'agit d'une visite officielle où il n'y aura pas beaucoup de place, ou alors des conditions de sécurité à respecter. Donc on va dire, un tel et un tel, vous avez le droit de venir. Je pense à un exemple. Pendant le premier confinement qui a eu lieu au printemps, il y a eu une attaque dite terroriste à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, au sud de Lyon. Et le pool avait été constitué de sorte que l'AFP n'en faisait pas partie. Donc, je pense à cet exemple, j'en aurai certainement d'autres à citer, mais il devient habituel que l'AFP, qui est le premier, la porte d'entrée de l'information pour plein d'autres journalistes, l'information reconnue, professionnelle, ne soit même plus, entre guillemets, invité pour couvrir des choses officielles. Et ça, c'est une vraie dérive. Et donc, il faut rester vraiment vigilant. La profession se mobilise. Peut-être qu'elle s'était endormie sur 2-3 certitudes. Il faut qu'elle continue vraiment à le faire. Ouais, tu as raison, je pense, d'insister là-dessus. Et pour rester un peu sur la question du journalisme, comme tu dis, on a assisté à une véritable levée de bouclier, que je crois d'ailleurs inédite, avec de nombreuses rédactions qui ont pris position publiquement contre ce projet de loi. Alors, qu'est-ce que ça te dit, selon toi, de cette profession, de ces évolutions peut-être à venir? Une profession qui est, on le rappelle, souvent critiquée pour son conformisme et sa timidité à critiquer le pouvoir. Enfin, pour ce qui est des médias mainstream, en tout cas, j'entends. Et du coup, toi, tu sembles quand même assez optimiste, on va dire, sur la capacité de tes confrères et consoeurs à envisager leur travail de façon peut-être un peu plus, justement, on va pas forcément dire engagée, mais en tout cas, plus critique vis-à-vis du pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'un média, en fait, pour fonctionner, il a besoin d'une audience. Et que s'il n'y a pas un effort de cohésion, de réalisme, il va y avoir une scission de plus en plus, un fossé de plus en plus conséquent entre ces médias clairement à la botte du pouvoir et puis ces autres qui essaient de faire les choses différemment. Et je pense qu'au bout d'un moment, si je veux dire, il y a pas de changement de la part de ces médias dominants, j'ose espérer qu'ils perdront en fait de l'audience, qu'ils perdront une forme d'attention. C'est pas pour rien qu'on dit aujourd'hui que les audiences des journaux télévisés, la grand-messe du JT du 20h, font plus beaucoup de part d'audience. Ça, ce sont quand même des choses qui sont qui changent. Et les médias mainstream ont aussi, pas tous en fait, pris le tournant du numérique. Quand je parle du numérique, il ne s'agit pas juste d'avoir un site internet, c'est d'arriver à se mettre à de nouvelles formes d'écriture numérique qui passent par différents tuyaux, différents réseaux. Et ça, ce sont des choses en miroir que les médias citoyens maîtrisent infiniment bien aujourd'hui. Je pense que cette vigilance, elle est importante pour eux aussi parce qu'ils restent inscrits dans une économie de marché. Et donc, tout simplement, s'ils veulent continuer à fonctionner, il faut qu'ils puissent continuer à vendre en fait ce qu'ils produisent. Oui, comme tu dis, différents réseaux, différents tuyaux, différents formats, tout simplement. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaye notamment de faire au sein du Vent se lève, de multiplier les formats, que ce soit vidéo ou les visuels, qui sont justement bien plus adaptés en fait aux réseaux sociaux que la presse écrite, qui quand même, enfin, il y a un certain biais sociologique aujourd'hui des personnes qui lisent encore la presse écrite. Donc, oui, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et alors, toi, Pierre, en tant que militant et activiste, déjà poursuivi, je le rappelle, par la justice dans le cadre des procès pour les décrochages, en quoi cette loi bouleverserait encore davantage tes activités et ton militantisme?
Je vais prendre le temps de répondre à ta question, Léo. Et avant, je vais revenir sur 2 points qui me paraissent importants dans ce qu'a dit Julien et dans ce qu'a dit ensuite Maïté. Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Julien, c'est-à-dire que quand je parlais des mouvements tout à l'heure, différents mouvements sociaux qui émergeaient là depuis 3-4 années et qui continuent à gagner en puissance, je rejoins tout à fait Julien, c'est que je pense que maintenant le travail qu'il va y avoir à faire, ça va être de mêler en fait ces mouvements et de travailler de plus en plus sur des ponts entre ces mouvements. Et je pense que c'est un travail auquel on doit s'atteler de manière très très sérieuse, parce que les adversaires en face sont très très sérieux et très bien organisés. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on ait une rigueur et une discipline de plus en plus importante dans nos mouvements et du coup construire des ponts en s'appuyant sur des méthodes. Ça, c'est le premier élément. Et du coup, je rejoins ce que disait Julien. Et en fait, ce que disait Maïté, c'est qu'elle disait que je vais paraphraser, donc Maïté, au pire, tu corrigeras si je dis une grosse bêtise, mais de ce que j'ai compris, tu disais qu'il y a certains médias, certains médias mainstream, s'ils font pas le travail sérieusement, s'ils prennent pas à un moment le virage numérique ou autre, peut-être qu'ils vont perdre de la part de l'audience, et peut-être que c'est des médias citoyens qui gagneront en poids et en efficacité. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, moi, je fais une analogie justement avec des mouvements qui justement actuellement se professionnalisent et sont de plus en plus rigoureux et disciplinés. Et ça aussi, je trouve que c'est fort. Et je vois que ça apparaît dans le domaine médiatique. Le vent se lève. Je trouve que c'est un bon exemple. Bon, là, je vais pas en parler maintenant, mais il y a de plus en plus de médias qui aujourd'hui ont acquis une notoriété et une crédibilité dans différentes sphères de la population. Et ça, à mon avis, c'est central. Maintenant, je vais répondre à ta question, Léo. Je vais faire un détour de quelques secondes sur la stratégie non violente. En fait, la base de la stratégie non violente, l'une des bases en tout cas, c'est l'idée de dire qu'on va se mettre en tant que citoyenne ou citoyen dans l'illégalité, c'est-à-dire qu'on va prendre une posture qui est interdite, donc typiquement rentrer dans une mairie et décrocher le portrait d'un président de la République, mais pour une cause légitime. Et en fait, cette mise en illégalité pour légitimer une cause, elle passe justement notamment par des photos. Elle passe par typiquement les militants qui essayent de bloquer un entrepôt Amazon à Saint-Priest il y a 1 an. Et en fait, eux, ils agissent pour des raisons justes au regard de valeurs humaines qui sont universelles, et ils se font taper dessus sur ordre du gouvernement par des forces de l'ordre en fait. Et en fait, qu'est-ce que ça va changer du coup si on n'a plus le droit de filmer? C'est comment mettre en avant cette dissonance entre les actes et les paroles d'un gouvernement en fait, entre un gouvernement qui dit qu'il va inviter des citoyens à parler du climat lors d'une convention citoyenne, et puis qui derrière par contre va aller taper le lendemain sur des militants et militantes qui justement essayent juste d'être conformes aux paroles du gouvernement. Donc ça, c'est déjà un point central, c'est que cette loi, si elle diminue la possibilité de diffuser des images, ça impacte la question de la stratégie non violente. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense que voilà, ça risque d'être un impact, mais en fait, je pense que ce qui va être la clé en fait de continuer à gagner et de continuer à avancer, ça va être des méthodes de la discipline et de la rigueur. Et je pense pas que le créneau de se dire ah mince, on a encore un frein supplémentaire, on va jamais y arriver. Je pense que non, c'est plutôt à nous de réfléchir encore plus et de grandir et de montrer en fait que c'est nous qui avons raison et pas le gouvernement actuel dans ses décisions. Et alors justement, par rapport aux décisions, enfin à ce projet tout simplement du gouvernement, il faudrait quand même qu'on puisse dessiner ensemble des alternatives. En ce sens, quelle alternative vous proposeriez-vous? Quelles mesures ou quel cadre serait selon vous à explorer pour à la fois répondre à une demande de sécurité qui est assez évidente quand même au sein de la population, mais en même temps aux impératifs de défense des libertés fondamentales et de notre cadre démocratique? Tu veux enchaîner, Pierre, ou quelqu'un d'autre? Je vais enchaîner et comme ça après je laisserai la parole. Moi j'ai plusieurs il y aurait plein de solutions dans le sens que
que pour répondre à un besoin de sécurité, il y aurait plein de solutions à envisager et pas nécessairement des solutions répressives en plus pour l'occasion, justement plutôt des solutions d'amener du bien-être dans le maximum d'espace possible du territoire français, d'amener une nourriture de qualité, d'amener une diminution des transports individuels pour des transports en commun. Et du coup, ça, c'est un peu le travail qui est fait au sein d'Alternativa, de mettre en avant les alternatives et qui amène les gens à se sentir mieux et par conséquent voilà, mais en fait, je vais plutôt donner un exemple assez concret parce que je trouve qu'il peut parler en fait globalement à peu près toute la population. En fait, aujourd'hui, donc dans la stratégie non violente, on considère les forces de l'ordre, on fait une différence entre l'institution de la police, c'est-à-dire les forces de l'ordre comme institution républicaine qui répond à des lois et à des ordres, et les individus qui composent les forces de l'ordre, qui sont des hommes et des femmes, qui ont des enfants, qui les emmènent à l'école, qui consomment dans des magasins, qui ont des amis, de la famille, et ainsi de suite. Et du coup, nous, l'objectif dans la stratégie non violente, c'est de nous adresser aux hommes et femmes qui sont dans la police. Après, l'institution policière, c'est autre chose. Et nous, on fait la différence, le distinguo. Et actuellement, en fait, au sein d'Alternativa, on essaye de mener une lutte. Et ça rejoint un peu ce que disait Julien tout à l'heure, essayer de faire converger un maximum de forces citoyennes ensemble. On essaye de mener une lutte avec différents partenaires, différentes associations et collectifs contre Amazon. Et pourquoi Amazon? Parce que on estime qu'Amazon, justement, c'est un problème, justement, c'est un obstacle à la sécurité des gens. Pourquoi c'est un obstacle à la sécurité des gens? C'est que déjà, quand il y a un emploi qui est créé chez Amazon, on estime qu'il y a 3 emplois dans les PME, commerces locaux, artisanat et tout ça qui disparaissent. Donc ça, en fait, ça met des personnes en difficulté, ça met des personnes qui vont moins bien pouvoir se nourrir, qui vont être en détresse, qui vont être en difficulté et qui, par conséquent, vont peut-être derrière tomber dans des délits ou ainsi de suite. Et donc, déjà, si on veut de la sécurité, eh ben, déjà, on donne des métiers qui ne sont pas des bullshit jobs, comme peut donner Amazon. Ça, c'est un premier élément. Pourquoi toujours on pense qu'Amazon, c'est un acteur clé qui empêche la sécurité des gens? C'est que c'est un acteur qui ne paye pas ses impôts, ou très peu ses impôts. Donc, par conséquent, c'est un acteur qui peut pas financer la transition citoyenne, qui peut pas financer la transition écologique dont on a besoin, et dont on a besoin en plus de manière urgente. Et puis en plus de ça, c'est un acteur transnational, donc c'est pas du tout un acteur qui va œuvrer pour le local, qui va valoriser une culture locale, qui va valoriser des gens qui vont se sentir bien dans leur territoire. Et du coup, s'il fallait trouver des alternatives à une loi comme la loi qui est actuellement en cours de discussion à l'Assemblée nationale, ben pour moi, la réponse, elle est simple. C'est on ferme les entrepôts Amazon, on met de l'argent dans le commerce local et on donne du travail aux gens qui n'en ont pas dans des territoires. Et ça, pour moi, c'est un vrai vecteur de sécurité, un vrai vecteur de bien-être et qui fait qu'on n'aura plus besoin d'avoir des policiers aux 4 coins de rue pour savoir si ça va bien. Et toi, Méité, quelles sont tes réflexions sur justement le moyen de faire progresser quand même la sécurité tout en maintenant les libertés fondamentales et même par extension la sécurité des journalistes pour le cas où ils couvriraient des mouvements sociaux? Alors, c'est pas tant la question de la sécurité des journalistes qui m'inquiète. Évidemment, ils ont été victimes de violences de manière inédite pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais ils l'ont pas été autant que les citoyens lambda. Moi, en tant que journaliste, en fait, ce que j'ai observé, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, ça a vraiment mis en lumière une demande profonde concernant l'accès à l'information et aux conditions de la fabrique de l'information. Et ma réponse à ça, notre réponse, parce que là je parle aussi au nom de mon collectif We Report, c'est de faire la promotion de l'éducation aux médias. Il faut absolument faire de l'aller vers, aller dans les écoles, dans toutes les sortes d'agora, on va dire citoyennes, d'espaces publics, pour expliquer comment on travaille, quelles sont nos contraintes. Et du coup aussi pouvoir entendre les critiques qui nous sont adressées, réfléchir à plusieurs sur l'amélioration des pratiques journalistiques. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, moi j'ai suivi pour un autre média indépendant qui s'appelle Les Jours, la vie d'un rond-point pendant 2 mois. La première fois où je suis arrivée, les gens ils étaient clairement hostiles. Je suis restée, j'ai expliqué comment je bossais et au bout d'un moment, il y a un vrai échange qui s'est créé. Et donc, avoir le temps, en fait, d'expliquer nos méthodes, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment central.
ça permet toujours de rétablir aussi des biais, des malentendus. Et quelque chose, je trouve que mettant en avant ce fameux article 24 du projet de loi de sécurité globale, c'est le dévoiement de la notion de droit à l'image sur laquelle s'appuient les forces de l'ordre. En fait, elle s'appuie sur un malentendu qui est croissant déjà dans notre société, qui tend à faire de l'image publique une sorte de propriété privée. Il y a de plus en plus de gens dans la rue qui sont réfractaires à la prise de vue. Moi, j'ai pas mal de collègues photographes qui témoignent et qui me disent « mais ça devient super difficile de travailler dans la rue ». Beaucoup de gens viennent les voir en leur disant « mon droit à l'image ». En fait, il y a méprise. Le droit à l'image, à partir du moment où vous êtes dans un espace public, c'est quand vous êtes majeur, parce que c'est pas du tout la même chose pour les mineurs, c'est quand vous êtes majeur. Donc l'image est faite et pas destinée à vous porter préjudice, elle vous appartient pas quand vous êtes dans un lieu public. Et c'est la même chose en fait quand on est policier. Donc considérer automatiquement en fait que l'exercice du policier pris en photo peut lui porter préjudice, c'est considérer d'entrée de jeu qu'en fait le policier est en train de mal faire. Et ça c'est, je trouve hyper révélateur de tout l'esprit de cette loi que le gouvernement actuel essaie de faire passer. Tout à fait, oui, comme si n'importe quelle image d'un policier était propice à voir ensuite une violence policière derrière. C'est en effet assez révélateur de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Et enfin, Julien, toi, qu'est-ce que tu penses justement de ce discours à avoir sur la sécurité, un discours alternatif, mais qui peut sembler nécessaire? Oui, alors alternative par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui, effectivement, certes, mais je pense qu'on pourrait déjà commencer par revenir à la base et revenir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose, je l'ai sous les yeux, l'article 12 qui nous dit que effectivement, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique et que cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Or, effectivement, on a le sentiment quand même assez désagréable de constater que les différents incidents qui ont jalonné, qui jalonnent encore les différentes manifestations, c'est toujours pour protéger des biens. Et il y a une forme d'équivalence entre les manifestants qui sont choséifiés, si vous voulez, et qu'on va pouvoir matraquer, tabasser pour défendre une vitrine. Vous savez, il y avait ce fameux graffiti qui disait condoléances aux familles des vitrines. Donc on en est un peu là à leur rappeler quand même, malgré tout, qu'il faut arrêter de déshumaniser peut-être les manifestants, d'arrêter de les percevoir comme des ennemis politiques. Et ça vient déjà d'en haut. Hein. Alors, il y a la formation à la base, mais ça vient d'en haut. On a quand même le préfet allemand qui a très explicitement dit face caméra à une gilet jaune, mais madame, nous ne sommes pas dans le même camp. Donc là, il faut à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Je veux bien, et je suis d'accord avec Pierre lorsqu'il dit qu'il faut viser l'institution, le système tel qu'il fonctionne, et je suis parfaitement en accord avec lui. Mais voilà, encore faut-il que ce rapport humain soit toujours possible. On a quand même il faudrait changer la doctrine, le conditionnement dans lequel se retrouvent les forces de l'ordre qui, on l'a vu, à force d'être contraints parce qu'il y a cette multiplication des mouvements de contestation, de passer leur samedi entier en manif, sont conditionnés, ont envie d'en découdre, savent qu'ils bénéficient d'une impunité quasi totale par rapport à ce qui va pouvoir se passer et nécessairement dans ces conditions les choses ne peuvent que dégénérer. Moi je peux aussi témoigner du fait que très souvent déjà, il est pratiquement impossible. C'est vrai qu'on demande le floutage des forces de l'ordre. Je vous assure que malgré les images dont on dispose, il est en pratique impossible d'identifier un policier qui est harnaché comme un chevalier des temps modernes, avec le casque, la visière, et qui ne porte jamais ou quasiment jamais son numéro de matricule, qui vise précisément à permettre
qu'on puisse l'identifier. Et donc, lorsqu'on recherche la responsabilité du responsable d'une violence policière, en général, on s'attaque à celui qui a organisé. C'est la préfecture, notamment, qui va être visée. Pourquoi cette telle ou telle manifestation a été organisée de telle façon. Donc, effectivement, c'est à la fois au sommet, et c'est vrai que le sommet envoie des signes très inquiétants. Gérald Darmanin, c'est quand même celui qui a eu l'outrance que même, je pense, un Trump n'a pas eu, dans ce grand mouvement planétaire d'indignation sur les violences policières, qui a dit, moi, lorsque j'entends parler de violences policières, je m'étouffe. Évidemment, c'était une référence à la fois à George Floyd, mais parallèlement également aux révélations par les images de l'interpellation de Cédric Chouviat, qui malheureusement a abouti, là encore, au destin aussi funeste que celui de George Floyd. Donc après, il faut revoir la formation. Bien entendu, je suis d'accord là aussi avec Pierre. Si les gens vont dans la rue et ont envie, parce qu'il est vrai, on en retrouve, de casser des vitrines, c'est parce qu'on a tellement précarisé leur vie. On a confisqué l'espace public pour le livrer à la rapacité des intérêts privés. Donc, il faut reconstruire des structures collectives, faute de quoi, évidemment, on va tous, peu à peu, finalement, couler sous la ligne de flottaison. Moi, je suis d'autant plus d'accord avec toi, Julien Bartoli, que là, on est face à une grosse menace qui est la privatisation, justement, des forces de l'ordre. Il y a comme ça, il y a une mesure qui est aussi prévue pour dans quelques temps, qui vise à favoriser justement sous réserve d'assermentation, mais bon, enfin voilà, le recours à des formes de forces de police privées en fait. Donc, je pense que c'est d'autant plus important dans ce contexte-là de tenir un discours sur la nécessité d'avoir une police républicaine, une institution de police républicaine, et qui respecte. Je pense notamment dans le programme du Conseil national de la résistance, mais l'ancien, dans les jours heureux, il y avait comme ça d'édicter ce principe d'une police républicaine et citoyenne. Et alors justement, Julien, est-ce que dans le nouveau Conseil national de la résistance, est-ce que vous avez comme ça un certain nombre de mesures, en tout cas un plan de ce point de vue-là? Évidemment, ça fait partie des grands sujets. On revendique, même si c'est pas toujours facile à porter, l'héritage de ce qu'a pu faire le CNR de l'époque, qui a quand même permis de reconstruire ces fameuses structures collectives qui ont permis de rebâtir un pays en ruine. Donc là, pour le coup, effectivement, ce sont les assemblées citoyennes qui vont bientôt se réunir, qui seront chargées de délibérer sur ces questions, notamment à travers ce qu'on va appeler les assemblées des jours heureux, auxquelles pourront participer de nombreux mouvements, alors dans des conditions qui restent à définir. Malheureusement, la crise sanitaire nous a empêchés d'avancer notre programme correctement, parce que sinon, je pense que j'aurais déjà des pistes plus précises à préciser. Mais pour l'heure, voilà, j'ai pas de proposition particulière à formuler par rapport à ça, si ce n'est qu'effectivement, on va s'efforcer de rester fidèle à ce que tu viens de dire, Léo. Effectivement, une police citoyenne et républicaine, c'est quand même le b.a.-ba. Merci. Et avant de donner la parole aux différents spectateurs, on va dire, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Pierre, Maïté, réagir par rapport à ce qui vient d'être dit ou sur toute autre chose? Oui, moi je rebondis sur ce que vient de dire Julien Bartoli en prolongeant mon propos précédent sur cette idée d'éducation aux médias. Aujourd'hui, l'éducation aux médias, elle est énormément proposée par des collectifs et des médias indépendants pour qui c'est éventuellement une source de revenus en parallèle de leur activité journalistique. Or, je pense que l'éducation aux médias devrait faire l'objet d'une vraie politique publique de moyens alloués, ce qui permettrait aussi qu'elle soit introduite éventuellement dans les écoles de police. Parce que pour avoir une police responsable et républicaine, il faut qu'elle ait conscience d'autre chose que de son propre corps et de ses logiques internes. Mais ça, évidemment, ça dépend d'une volonté politique.
d'une vraie volonté de sortir de cette logique de criminalisation, j'y arrive, des pratiques journalistiques. Et in fine, ça demande une forme de finesse politique dans la manière d'envisager le maintien de l'ordre. Et clairement, c'est pas ce à quoi on assiste aujourd'hui. La nécessité que les policiers en tant que tels se pensent comme des citoyens avant de se penser comme des policiers. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Ça rejoint un peu ce que disait Maïté. Pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose d'assez central au-delà de cette loi, de la manière dont sont considérées les forces de l'ordre par les citoyens et évidemment par le gouvernement, le gouvernement qui les considère de plus en plus comme des boucliers ou des canons qu'on envoie face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. Mais en face, certains mouvements qui à la fois vont aussi dénigrer totalement les humains qui sont derrière ce costume de force de l'ordre. Et du coup, je pense qu'il y a un travail fondamental aussi de remettre, comment dire, on va dire une certaine humanité là-dedans et de reconsidérer, que ces personnes-là puissent se sentir considérées. Mais de toute façon, c'est pas propre aux forces de l'ordre. Le gouvernement français depuis plusieurs années maintenant abandonne ses forces de l'ordre, abandonne ses profs, abandonne ses infirmiers et infirmières d'État. Donc, c'est assez global. C'est comment aujourd'hui on redonne de la valeur à des personnes qui sont centrales pour le bon fonctionnement d'une société. Donc, c'est-à-dire les personnes qui se chargent de la sécurité des gens, les personnes qui se chargent du soin des gens, et non pas qu'on les instrumentalise comme c'est le cas avec cette loi qui va faire autant de mal, à mon avis, aux milieux sociaux qu'au final aux forces de l'ordre en elles-mêmes qui vont payer les pots cassés de cette loi d'une manière ou d'une autre, en fait. Et c'est ça, je pense, qui est important de garder en tête, en fait. Très bien. On va commencer, je pense, maintenant à répondre aux questions des spectateurs. Alors, il y en a une première qui nous dit donc: avec le débat actuel sur les violences policières, toujours niées par les gouvernants, pourquoi mettent-ils si rapidement de l'huile sur le feu avec cette loi, de plus en procédure accélérée? J'ai du mal à saisir la démarche. Donc, quel est l'intérêt pour les gouvernants de mettre de l'huile sur le feu avec une telle mesure? Ouais, je sais pas, je peux peut-être essayer de formuler une réponse. J'ai du mal à saisir la démarche. J'ai le sentiment que... pardon, j'ai un écho un peu. Les gouvernants de mettre de l'huile sur le feu avec une telle mesure. Oui. J'ai l'impression que le gouvernement profite quand même de la situation actuelle, de cette crise sanitaire qui, malgré tout, a fait beaucoup de mal au mouvement qui est en lutte. Il y a donc effectivement une instrumentalisation et qu'il pousse son avantage jusqu'au bout. Et effectivement, on a l'impression que peu de résistances sont susceptibles d'entraver cette marche folle. Hein. Véritablement, on ne sait pas où ça va nous mener. Et on a le sentiment, évidemment, un sentiment d'impuissance qui se dégage de cette majorité toute puissante qui anticipe sans doute le fait que Emmanuel Macron sera en position de faire un second mandat et donc ils ont toujours les pleins pouvoirs. En définitive, le gros problème que nous traversons, c'est véritablement une dérive autoritaire qui provient de la concentration inouïe des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, hein, le président de la République, et de l'absence de contre-pouvoir. Et ça, on l'a évoqué tout au long de la soirée. Personne d'autre sur la même question? Non? Bon, on va passer à la suivante alors. Les dispositions de protection de la police quant à leur propre personne n'étaient-elles pas suffisantes en termes de droits auparavant? Donc, quels étaient les droits auparavant des policiers et n'étaient-ils pas suffisants?
Je peux répondre en ce qui concerne justement cette idée d'atteinte à l'image. Si, effectivement, il existe de toute façon déjà des dispositions qui s'appliquent aux personnes en général et aux policiers en particulier, qui interdit l'utilisation de leurs images à des fins d'insulte et de diffamation. Donc, on est évidemment dans une volonté d'en remettre une couche. Et donc dans une posture qui est clairement politicienne. Mais une autre question qui complète un peu celle-ci, mais en quoi et de qui la police doit être davantage protégée alors que l'on ne protège pas les profs? Je suppose que c'est un ou une prof qui l'a posé, mais est-ce que quelqu'un souhaite y répondre? Est-ce que tu peux répéter la question pour avoir bien en tête, s'il te plaît, Léo? En quoi et de qui la police doit être davantage protégée alors que l'on ne protège pas les profs? En quoi et de qui? Je ne sais pas. Moi, la première réponse qui me viendrait au vu de ce qui se passe, ce serait du gouvernement actuel. Moi, ce qui me fait dire ça, en fait, c'est pas juste sur l'ordre de la blague, mais c'est vraiment de manière très sérieuse. Moi, qu'un gouvernement, ça revient à un peu ce qui était dit au départ. Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé la question était là, mais qu'aujourd'hui un gouvernement prenne des décisions aussi rapidement de ça, impose une procédure accélérée pour 500, alors je connais pas les effectifs de la police en France, mais peut-être pour 300 000, 400 000, 500 000 fonctionnaires, prennent des décisions aussi rapidement en l'espace de 10 jours. Pour moi, c'est de ces personnes-là que devrait être aujourd'hui protégée la police. Enfin, comment on peut décider d'un changement d'organisation, de fonctionnement d'une institution tout entière qui regroupe des centaines de milliers de personnes, donc d'humains qui ont chacun leur vie, leur quotidien et ainsi de suite, en si peu de temps. Donc je pense que déjà c'est de ces personnes-là qu'il faudrait que la police soit aujourd'hui protégée et d'une certaine manière, alors vu que la personne évoquait le milieu professoral, on peut faire un parallèle avec ça, c'est-à-dire que moi je sais pas si vous avez un peu suivi avec l'affaire de Samuel Paty, mais il y a quand même des enseignants qui ont reçu le dimanche soir dans leur boîte mail professionnelle ou personnelle à 22h, donc la veille de la reprise des cours après les vacances de la Toussaint, qui ont reçu un mail leur disant au fait, demain matin, finalement, l'hommage à Samuel Paty se fera pas dans les cours de récréation, mais dans votre classe avec vos 30 élèves. Et en fait, à quel moment, après des funérailles nationales, après un événement aussi traumatisant pour le corps enseignant, il y a un ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui prend une décision en envoyant un mail à l'ensemble du corps enseignant à 22h un dimanche soir. Donc vraiment, s'il y a une réponse, à mon avis, à apporter, c'est de qui doivent être protégés aujourd'hui les fonctionnaires? Peut-être du fonctionnement du gouvernement actuel et de prise de décision très rapide, souvent antidémocratique. Enfin, voilà. Ouais, moi je veux bien dire un mot également. De qui doit-on protéger la police? Je veux dire, on se pose la question. On se pose vraiment la question, tant il est vrai que déjà à l'heure actuelle, avant même l'adoption hypothétique de cette loi scélérate, il est pratiquement impossible de rechercher la responsabilité pénale personnelle d'un officier de police. Pour tout un tas de raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en pratique, on attend toujours les condamnations. On attend toujours les condamnations. On s'attendait, compte tenu de la vague inouïe de mutilés de guerre auquel a donné lieu le mouvement des Gilets jaunes, à une vague de mutations, de sanctions disciplinaires, et également, on attendait, on espérait des sanctions pénales exemplaires à l'encontre de ceux qui ont délibérément attenté à l'intégrité des manifestants. Ça n'est pas le cas. Alors, contre quoi il faut les protéger? On a quand même le sentiment que ces braves gens ont quand même mauvaise conscience et de voir des images dans lesquelles ils sont susceptibles, eux, de se reconnaître, notamment au cinéma, dans le film merveilleux de David Dufresne ou sur les réseaux sociaux, peut-être que ça leur fait un peu mal au ventre, ça leur donne mauvaise conscience et c'est à ça qu'ils veulent échapper. Voilà, que leur fils, leur enfant leur demande, mais papa, c'est toi,
c'est vous, la police, qui faites ces choses-là. Bon, bah voilà, c'est peut-être pour essayer de s'acheter à peu de frais une bonne conscience, et c'est une nouvelle fois la preuve que tout ce que fait la police n'est peut-être pas si respectable que ça. Ouais, cette idée de bonne conscience, elle me fait penser aussi à ce que disait tout à l'heure Maïté par rapport au fait que c'est assez révélateur justement de le fait de vouloir supprimer toutes les images des policiers. C'est bien que il y a cette mauvaise conscience et cette idée que toute image de policier pourrait mener à être utilisée dans le cadre d'une bavure, enfin, de violence policière. Alors, une autre question. Nous sommes dans la réaction sur ces sujets de surveillance généralisée. Quoi faire pour reprendre la main sur l'agenda et les revendications à ce sujet? Donc, une question un peu de stratégie, on va dire, politique, pour, comme je le disais, faire à nouveau, pour avoir un discours alternatif sur cette question de la sécurité. Si je peux souligner quelque chose, non pas proposer une solution, mais en tout cas le souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai monopole du discours sécuritaire de la droite et qu'il serait peut-être temps que la gauche soit claire sur le sujet, en fait, s'empare du sujet, établisse des limites, cadre, et ne déserte pas complètement ce champ-là qui est un champ nécessaire à traiter. Il y a une demande des citoyens. Voilà, donc c'est plus un appel à responsabilité que je me permets de rappeler. Voilà, pour qu'il y ait alternative contre pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui s'en emparent. Et pour l'instant, ce qu'on peut observer, c'est que cette question-là est totalement squattée par la droite qui a repris les thématiques d'extrême droite, et qu'en face, c'est un peu falot. Je ne sais pas ce qu'en pensent Pierre Goinvic et Julien Bartoli. Je rejoins ton point de vue et je pense que c'est valable pour effectivement les questions sécuritaires qui sont aujourd'hui l'apanage de la droite, mais je pense que c'est valable aussi par rapport à d'autres valeurs et d'autres domaines de compétences qui en fait aujourd'hui et je pense que c'est même pire que ça, c'est que je pense que c'est intériorisé même dans certains mouvements de gauche de se dire nous vu qu'on est de gauche on va pas être discipliné, on va pas être organisé parce que ça c'est des valeurs de droite. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment déconstruire. C'est qu'en fait, être organisé, proposer des alternatives concrètes, structurer un mouvement, ou bien à l'image du CNNR, essayer de repenser carrément un fonctionnement de société globale, c'est pas du tout de droite. En fait, c'est juste comment on garantit une organisation. Et ça, je pense que c'est un gros travail pour répondre à la question du coup de l'internaute. C'est du coup à un moment de se saisir de différentes questions qui concernent les sociétés. Et qu'à la limite, si parfois on doit agir en réaction, ce qui est le cas là typiquement avec les différents rassemblements qui ont eu ce soir, pour moi c'est le seul moment, enfin pour moi la réaction doit juste être utile pour construire notre propre agenda. En général, quand on est en réaction, c'est qu'on a déjà perdu. Là, les mobilisations qui ont lieu ce soir, on peut espérer que la loi ne passe pas, mais à mon avis, c'est déjà perdu. Donc, c'est-à-dire qu'on met de l'énergie sur quelque chose qui est déjà perdu. Et du coup, ça, je pense que ça demande de réfléchir différemment. C'est de se dire, soit on passe notre temps à réagir au calendrier proposé, à l'agenda proposé par l'État ou par nos adversaires. Et dans ces cas-là, on est forcément toujours en retard parce que c'est eux qui fixent le calendrier et c'est eux qui fixent les dates. Soit on s'appuie sur des initiatives qui vont proposer leur propre calendrier. Alors, je sais pas, j'ai pas une assez bonne connaissance du CNNR, mais globalement, qui à un moment, justement, vont dire non, en fait, on va pas suivre le calendrier proposé par les adversaires, mais c'est nous qui allons imposer le nôtre. Et comme ça, c'est nous qui serons maîtres du temps et c'est nous qui pourrons pousser les autres à être en réaction. Et ça, c'est très important et je pense que c'est central. Voilà. Donc moi, la réponse à la question de l'internaute, c'est vraiment reprendre pied et reprendre position justement sur nos propres calendriers, nos propres agendas et ne pas être dans l'attente de ce que nous propose le gouvernement.
Oui, moi je veux bien réagir et je remercie Pierre, hein, effectivement, de fonder le dossier des attentes dans le CNNR. Le CNNR, précisément, c'est un mouvement qui s'articule en deux temps. Il y a les actions immédiates, des actes de résistance. Et la résistance aujourd'hui, malgré tout, c'est de quand même signifier, de signaler que nous ne respecterons pas cette loi, qu'elle passe ou non. Nous continuerons de diffuser massivement des images de violences policières partout où elles se produiront. Nous refusons d'abdiquer nos libertés publiques de la sorte, que la loi passe ou non. Évidemment, il faudra s'adapter à la répression qui s'en suivra, mais être résistant, c'est aussi accepter ça. Donc résister concrètement par le biais d'actions concrètes, et aussi, évidemment, la deuxième jambe, c'est la construction d'une alternative. Il faut vraiment sortir de là, hein, puisque tout découle de là en dernière analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une société qui a été complètement dépolitisée. Ça fait à peu près 40 ans qu'il n'y a pas véritablement d'alternance politique. Il y a un cap qui est mené par les différentes politiques, c'est le cap néolibéral. Et on voit bien en creux que toutes les questions qui intéressent véritablement la vie des gens échappent dorénavant à la délibération collective. Et donc, évidemment, on peut s'asseoir allègrement comme on le fait sur les libertés publiques en disant mais ne vous en faites pas, ça ne vous concerne pas, ça ne concerne que les méchants militants qui foutent le bordel dans les centres-villes et nous empêchent de commercer et de travailler et de faire de l'argent et tout un tas de choses ou éventuellement d'avoir tel ou tel loisir. Mais braves gens, dormez tranquilles, on va continuer de la sorte, tout va bien se passer pour vous. Donc voilà, il faut sortir de ça. Et pour cela, il va falloir refaire de la politique. Refaire de la politique, c'est refaire usage de nos libertés fondamentales. Ça consiste non seulement effectivement en réaction à manifester contre la désagrégation continue de nos conditions de travail, de nos conditions d'existence, qui gagnent peu à peu évidemment tous les secteurs. Maintenant, c'est les soignants qui évidemment sont navrés de constater qu'ils doivent subir et affronter une crise, une pandémie mondiale sans précédent et que l'hôpital n'a plus les moyens, l'hôpital public n'a plus les moyens de faire face convenablement à ce type de crise. Donc, il va falloir reconstruire un projet qui ait une chance évidemment de trouver demain application et que ce soit pas simplement des déclarations de principe. Ça va nécessiter de mobiliser très largement, et je ne vois pas comment on sortira de cette impasse sans un mouvement de masse à vocation insurrectionnelle. Osons le mot, même s'il paraît outrancier. Le système électoral tel qu'il nous est offert apparaît tellement verrouillé que on a du mal à percevoir comment l'alternative pourrait venir de ce côté-là. Et on voit bien qu'il y a le carcan des traités communautaires, des traités économiques, etc., qui fait qu'il est pratiquement impossible de prendre ces décisions, les décisions évidemment qu'on appelle tous de nos vœux. Bon, je pense qu'on va prendre une dernière question, à moins que vous vouliez poursuivre sur la précédente, non? Alors donc, on peut la reformuler. La meilleure façon de lutter contre l'américanisation de la police française, à savoir accorder le port d'armes aux agents même en dehors de leurs horaires de service, ne serait-elle pas de renouer avec la police de proximité? Donc sur Pierre notamment qui insistait sur l'aspect humain de la police, ça y fait écho, mais je vois que Maïté et Julien ont prévu de prendre la parole avant. Non. Oui, sur la police de proximité, c'est une évidence, et c'est une évidence qui remonte du terrain aussi, c'est-à-dire que les policiers eux-mêmes sont pour la plupart navrés en fait de plus avoir le temps de faire vraiment de la proximité. Voilà, donc ça c'est toujours une question de volonté politique, de moyens, parce que faire vraiment de la proximité, ça veut dire être en nombre pour arriver à s'occuper de la question de la sécurité. Et le lien social aussi, c'est quelque chose qui est chronophage, mais qui est rémunérateur in fine. Mais si on ne prend pas d'abord le temps en fait, de le faire,
on n'en a jamais, on n'en récolte jamais les fruits finalement. Donc oui, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, il y a régulièrement, c'est quelque chose qui revient dans le débat politique comme une sorte de rengaine. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de changement significatif en la faveur du retour d'une véritable police de proximité. Et de nouveau, je me répète, mais les premiers à le déplorer, ce sont les policiers de terrain. Pierre, Julien, rien à ajouter? Non, moi, j'ai rien à ajouter. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. Pierre, pareil. Bon, bah alors on va en prendre une toute dernière. Tout simplement une question en plus très facile à répondre rapidement. Mobiliser, oui, mais comment? En ce sens que la personne précise, ce sont des mobilisations d'intellectuels. Je n'ai rien contre les intellectuels, au contraire, mais les petites gens n'y croient plus. Je trouve très pertinent le sous-titre de la question. Je pense que mobilisation intellectuelle, en fait, il faut les deux. Comment dire? C'est-à-dire que je pense que pour mobiliser, si on fait que de la mobilisation intellectuelle, alors certes, on a des principes très beaux, c'est caricatural, hein, évidemment, c'est pour reprendre le terme de la question, mais on se retrouve face à des mobilisations qui sont très pertinentes, très justes sur les idées, on se retrouve avec des organisations démocratiquement parfaites et ainsi de suite, mais on mobilise pas, comme disait la personne, les petites gens, même si je suis pas trop fan de ce terme, mais néanmoins, voilà. Et à l'inverse, on va avoir la caricature qui va être opposée en disant ah ben oui, mais les petites gens quand ils s'organisent c'est n'importe quoi oui, mais du coup en fait l'idée c'est justement c'est ni d'opposer les organisations intellectuelles ni les organisations des petites gens, c'est comment on fait la synthèse de ces deux choses et en fait pour ça c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est du travail bien évidemment, mais c'est proposer des mobilisations où en fait ces deux parties-là peuvent se retrouver. C'est-à-dire que si, par exemple, vous organisez une mobilisation dans une ville et que, en fait, d'un côté, vous avez à la fois des espaces avec des concerts qui vont pouvoir attirer tout un tas de personnes, si à la fois vous avez des espaces avec des conférences qui vont peut-être justement attirer des personnes plus intéressées par les débats d'idées, si après vous avez des espaces consacrés peut-être aux enfants, ça va peut-être permettre à des familles de venir avec les enfants qui auront des ateliers à faire et ainsi de suite. Et du coup, je pense que comment mobiliser? L'idée, c'est de proposer aujourd'hui des formes de mobilisation qui vont permettre d'inclure le plus grand nombre de personnes. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir des discours qui sont inclusifs, avec des tâches précises à réaliser, et ainsi de suite, où vraiment on met les gens en responsabilité. Et on les met en responsabilité, peu importe qu'ils se considèrent faisant partie d'élite intellectuelle ou qu'ils se considèrent comme faisant partie des petites gens. Mais du coup, je pense qu'on a ce travail-là à faire, c'est-à-dire de proposer des formes de mobilisation, d'action et des réponses aux problèmes rencontrés actuellement qui soient le plus inclusifs possible et qui justement ne mettent pas dos à dos un peu les élites et le peuple, si on veut parler 18e siècle, quoi. Ouais, alors moi, je veux bien réagir sur cette question qui m'intéresse énormément. Je précise que moi, j'ai milité avec les Gilets jaunes de Lyon. Et donc, effectivement, le fait de travailler avec des classes populaires à la mobilisation et à la résistance, c'est quelque chose qui est au cœur de mes préoccupations. Le CNNR, à l'origine, effectivement, par exemple, si on prend la composition du conseil et des fondateurs, hein, encore une fois, c'est une très jeune organisation qui a été lancée le 27 mai 2020, au cœur du confinement, a effectivement appelé des citoyens issus de différents mouvements, notamment les rouges, les jaunes, les verts, à se mobiliser, à se fédérer pour essayer de se retrouver dans des comités locaux d'action et de construction d'un programme. Ce que nous avons fait, c'est qu'effectivement, nous avons alerté ce conseil en lui disant « Attendez, si vous voulez construire un mouvement tel que
celui que vous nous présentez, il va impérativement falloir que vous y intégrez, que vous intégrez dans le conseil notamment, effectivement, des personnes qui sont issues de ces mouvements. Et donc, on a de cette façon, effectivement, on est venu avec un projet de règlement intérieur qui a été adopté et qui a permis très rapidement l'intégration au sein du conseil de très nombreux gilets jaunes, hein, et issus des classes populaires, et pas du tout, qu'on ne pourrait pas présenter comme tels, en tout cas, des personnes très intelligentes, mais comme des intellectuels de salon. Hein. On a des gens qui savent ce qu'est la structuration, qui connaissent les ronds-points, qui ont travaillé à l'organisation notamment des assemblées, etc. Et c'était une façon pour nous d'être en cohérence. On veut provoquer un mouvement de masse. Bon, bah, il va falloir évidemment intégrer les classes populaires au mieux. Et ce travail-là de cohésion, il est toujours à l'œuvre et on essaye évidemment de le faire avancer. Voilà. Alors vraiment une toute dernière question qui est quand même intéressante, c'est pour ça que je la pose, mais si vous pouvez y répondre relativement rapidement. N'y a-t-il pas moyen de penser des alliances avec celles et ceux qui, de l'intérieur, s'insurgent contre cette proposition de loi? Julien n'a pas l'air, enfin, a l'air en tout cas sceptique. Si, mais ça rejoint voilà, tout ce que j'ai pu dire ce soir. C'est qu'effectivement, il faut absolument que les mouvements qui sont d'ores et déjà en résistance se fédèrent, travaillent ensemble pour constituer cette fameuse force politique qui va pouvoir peser de façon décisive. Qu'on construise des médias. On a parlé avec Maïté, effectivement, qu'il fallait absolument une éducation média. On est parfaitement d'accord là-dessus. Il faut une éducation populaire aux médias, mais on a besoin aussi de grands médias indépendants et qui ne servent pas à la soupe continuellement du pouvoir en place, avec la même doctrine, avec les mêmes éléments de langage, les mêmes réflexes de pensée. Oui, c'est le grand défi qui se présente devant nous. Si on veut, il faut reprendre le volant, il va falloir reprendre les manettes. Et il va falloir reprendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la voie électorale, pourquoi pas, mais sinon différemment. Hein. Et il va falloir trouver des mécanismes pour que ça se fasse rapidement, parce que les crises et les défis que nous devons affronter aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, la crise climatique, écologique, sociale, économique, qui est encore aggravée par la crise sanitaire est telle qu'il va falloir très vite changer de cap. Et on voit bien que le monde d'après, tel que la majorité aujourd'hui l'aperçoit, et ben ça ressemble malheureusement, le monde d'après, il ressemble à une funeste dystopie orwellienne. Hein. Rien à ajouter? On reste sur la dystopie orwellienne avant d'aller se coucher? Bon, très bien. Bon, bah, écoutez, le débat touche donc à sa fin. Merci beaucoup à vous, Pierre, Maïté et Julien, d'avoir été parmi nous et de nous avoir apporté vos analyses. Merci également aux personnes donc, qui ont permis à la réalisation de ce live, et évidemment également aux personnes qui ont posé leurs questions. Et je laisse la parole donc à Morgane pour tout simplement clore ce bel événement et pour rappeler les prochaines dates d'Alternativa Rhône et de l'Alternativa. Merci beaucoup. Ben oui, il est l'heure de se quitter. Merci aux intervenants. Merci beaucoup pour les échanges constructifs. Merci aussi à Léo Rossel d'avoir animé cette table ronde. Avant de vous quitter et de vous souhaiter une bonne nuit, 2 dates. Demain soir, il y a une soirée de présentation du collectif Alternativa ANV Rhône, qui sera bien sûr en ligne. Et puis, mardi prochain, il y a une table ronde autour de la surproduction, avec un focus sur le cas d'Amazon. Bien sûr, les événements et le lien vers les événements sont disponibles en ligne, sur Twitter, Instagram, Facebook, le site internet. Et puis, vous pouvez retrouver en ligne déjà toute la programmation du mois de novembre. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce live. Et puis, bonne soirée et même bonne nuit. Merci, salut, bonne soirée. Merci, au revoir.
soirée à toutes et à tous. Ciao tout le monde. Bonne soirée.